LVI et IM Productions présentent Les Chroniques du Studio, le podcast où l'on explore les coulisses de l'industrie musicale. Aujourd'hui, on est avec Marin, qui va nous parler de son travail au sein du label Anouche Music. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Studio. Alors, pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir un invité très spécial avec moi, puisqu'il s'agit de Marin. Marin qui a travaillé chez Anouche Music et qui va nous expliquer un peu son parcours, ses expériences là-bas. Merci Marin d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour ce podcast. Et bien, comme je l'ai dit, tu as travaillé, parce qu'aujourd'hui tu n'y travailles plus, mais ce qui va être intéressant, c'est que tu nous parles un peu de comment tu es arrivé chez Anouche Music, le parcours que tu as suivi, comment ça s'est passé là-bas et tes expériences. Donc c'est très très cool de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours ? Ouais, bien sûr. Moi, ça a commencé... Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Et j'avais raté, j'avais fait 3 L1, ça se passait vraiment pas bien. Et à un moment donné, je me suis dit, faut forcément finir au moins une licence, un truc. Donc j'ai pris quelque chose d'assez simple, une école de communication. Ok, trop cool. Et ça me permettait en fait d'avoir à la fois des stages, et à la fois à côté des stages, vu que les cours demandaient pas beaucoup de boulot, de pouvoir travailler à côté. Donc pour moi, ça remplissait toutes les cases. Donc je me suis dit, j'ai trouvé un premier stage. Après, il fallait trouver du coup dans quoi aller. Et t'étais sur Paris du coup ? Tout ça c'était à Paris. Ouais, j'étais à Lille. Mes études étaient à Lille, ouais. Ok. Et je me suis dit, faut que je réfléchisse. Du coup, je parlais avec plein d'adultes, je leur disais un peu moi ce que j'aimais et tout. Et il y a le père d'un ami qui m'a dit, franchement, moi je te verrais bien agent d'artiste. Je me dis, j'y connais rien, très tout stylé, ça. n'empêche. Ouais, non, c'est cool. Moi, il a donné une ça. direction. Après, c'est jamais allé vers ça, mais. Tu avais jamais pensé plus que ça ? Non. Je savais que j'aimais, comme tout le monde, j'aime la musique, j'aime le ciné, tout ça et tout. Mais pas au point de travailler dedans. Je me suis dit, pourquoi pas faire mon premier stage dans la musique. Donc, je trouve un label indé qui s'appelle Rocinante, qui faisait surtout de la variété française. Ok. Et moi qui viens beaucoup plus du rap que de la variété, j'étais en mode, en plus de ça, je vais aller dans un monde que je connais pas du tout. Ouais, donc t'as complètement découvert. Ouais, carrément. Donc c'était vraiment stage découverte, donc première année, classique, tu fais le tour, t'assistes à des clips, tu vas jouer un peu d'édition. Il n'y avait pas de production, c'était vraiment de l'édition et du management. Ok. Management qui se rapprochait d'agents. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce label, j'étais en mode, pourquoi pas, on va tester. Parce que oui, il n'y a pas d'agent d'artiste dans la musique, je pense que les gens le savent, mais c'est du management. Et du coup, je découvre le monde. Il y avait Barbara Pravi. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, pendant du coup comment elle s'appelle cette émission C'était quoi déjà ? L'Eurovision. Voilà, c'est ça. C'était vraiment l'année où elle a gagné et tout. Exactement, elle a gagné. Elle a fini 2e, je crois. Ah non, elle a fini 2e. Ouais, il y a des Italiens sous coke qui ont gagné. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, non, super expérience. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Le management m'a direct pas du tout convaincu. Donc je me suis dit, ok, tant pis, tant pis. Mais en tout cas, les éditions, je croyais qu'il y avait un délire. Donc je suis allé, j'ai fait ma 2e année, pareil. Et il fallait trouver du coup un stage de 2e année. Ok. Et là, chaque année, t'avais un stage à trouver. Ouais, c'est ça. Ça, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'est cool. Ok. Et l'école aidait pas forcément à trouver dans la musique, sachant qu'en général les gens cherchaient plus des stages dans l'événementiel ou alors dans des boîtes de com et tout. Ce que je peux comprendre, c'était le... Ouais. Toi, tu voulais musique, tu t'es dit, vas-y. Ouais, franchement, premier stage, je me dis, faut aller un peu plus loin parce que je pense que j'ai pas encore tout vu, surtout qu'un stage de 3 mois, en général, c'est assez court. Donc pour tout voir, c'est compliqué. Et là, je me dis, 2e, je demande au premier. Je me suis dit, je la tente, je demande au premier parce que je connaissais pas d'autres contacts dans la musique. Donc, je demande à mon premier stage, vous avez pas des contacts chez qui peut-être je pourrais aller et tout. Ils disent, ouais si. On a travaillé pas mal avec l'équipe de Grand Corps Malade, écoute, on peut leur filer ton truc. Et à ce moment-là, faut savoir qu'Anouche, c'est aussi une boîte de cinéma qui font des films pour les de cinéma, qui s'appelle Calouche, du coup. Ok. Et à ce moment-là, ils faisaient un film auquel mon père bossait en directeur de prod dessus. Ok. Et du coup, je fais le lien, je les contacte et je leur dis super, en plus de ça, je vois que vous faites un film avec... oui, t'as bien fait. Oui, il faut. Petit piston indirect, bien sûr. Ça fait plaisir. Ah oui. Et ils disent ok, d'accord, là on est en tournée, en plus on passe à Lille, en tournée avec Encore Malade, donc viens au concert et on se verra après. Ah ouais, donc c'était le destin, quoi. T'étais destiné à ça. Donc ça passe en plus dans la ville, je crois que ça s'est joué à 1 semaine, donc je me dis incroyable.
J'y vais. Et pareil, Grand Corps Malade, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, comme à mon avis, comme tout le monde, soit des parents, soit des grands-parents. Tu vois, ça met dans l'autoradio. C'est sympa. Et du coup, je me dis, ok, je savais même pas qu'ils remplissaient des zéniths. Donc, je pars de zéro. Je me rends pas du tout compte du succès de la personne. Pour moi, c'était, voilà. Et je rentre, et là, je vois, j'avais fait des salles, mais c'était plus à Paris, des Bercy, ou pour des artistes américains, mais jamais français. J'avais jamais fait de concert français, et encore moins de variété ou de pop française. Et du coup, là, je rentre et je vois que ça remplit, je crois, Zénith de Lille, c'est 6 000 ou 7 000 personnes. Quand même, hein. Ouais. Donc là, je prends une bonne claque, j'avais jamais fait de tour, parce qu'avant, du coup, c'était de l'édition et du management, donc je découvre un peu le côté tour. Je regarde à droite, à gauche, je vois la régie face, j'y connaissais rien, je savais même pas qu'il y avait un ingé son, tout ça, donc... l'ingé light à côté qui bosse, tu sais pas, ils ont des grosses consoles, tu dis bon bah ok, pourquoi pas. C'est le meilleur moyen de découvrir. Ouais, carrément. En pleine action. Donc je prends mon concert, je prends une bonne claque et tout. Et je vois que ça danse, pareil, je pensais pas que Grand Corps faisait danser, moi je pensais que tout le monde était assis, tout ça. Au final, les gens la plupart sont levés et tout le concert. Ouais. Et à la fin du concert, j'ai rejoint du coup en backstage. Et là, je rencontre le producteur Rachid Kalouche, qui du coup lui est producteur de musique et de cinéma, qui était un peu mon lien. Et donc lui, il connaissait ton père. Ouais, lui, il connaissait mon père. Ouais, exactement. Donc il vient, il me fait, ça fait plaisir, tout ça. Je crois qu'il savait pas trop pourquoi j'étais là. Ok. Voilà. Et donc tu lui expliques un peu... Moi, j'avais parlé qu'avec la meuf du label, celle qui s'appelle Caroline, celle qui s'occupe de tout le label de musique. Et du coup, là, je la rencontre, je mets un visage, tout ça, et ça se passe plutôt bien. Je fais la soirée avec eux. Je rentre chez moi, et je me dis, ok, bon, bah là, c'est vraiment un monde... inconnu bataillon. Je rencontre les musiciens, je rencontre toute l'équipe technique. Là, à ce moment-là, ils étaient sur une tournée sur l'album Mesdames. Ok, en plus, ouais. Qui est Diamant, donc voilà, c'était vraiment, il était au prime, quoi. Et je vois, il y a 4 semi-remorques, 2 tourbus. Je me dis, non, c'est pas possible et tout, ça va être incroyable. Et donc, je continue à leur parler, et à un moment donné, ils me disent, vas-y, viens au bureau et tout. Et là, ça s'entend bien, ils me disent, ok, on peut te prendre en stage, go ensemble. Ok. Et là, j'arrive du coup chez Anouche. Ouais, donc t'as commencé par un stage. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai commencé par un stage. Et après, il me restait 1 année. Sauf que moi, je m'entendais tellement bien avec eux, j'avais fait 6 mois de stage avec eux, j'avais vraiment envie de continuer de bosser et limite d'arrêter mes études. J'étais en mode, c'est bon, mes études, ils m'ont permis à savoir ce que je voulais faire, maintenant je sais ce que je veux faire, et en plus, ça se passe bien avec eux, donc pourquoi pas continuer avec eux. Oui, complètement. Et ils t'avaient proposé un CDD Ouais, ils m'avaient proposé de continuer. Ok. Et en fait, je me suis dit, bon, écoute... si vraiment ça les intéressait de bosser avec moi, si je reviens l'année prochaine, logiquement, ils me reprendront ou pas, et ça sera autre chose. Donc je finis ma 3e année, je trouve un autre stage, et là on en parlait en off, mais à New York, etc., de 3 mois, au bureau export. Et en plus, ça me donne une super expérience en plus avant de rebosser avec eux, parce que je me dis, au moins je vois le côté inter, je vois parler avec des labels internationaux. T'es déjà parti à l'international ou... Non, jamais. Même... j'avais pas du tout vu l'ampleur que c'était, parce que nous, j'avais la vision un peu française, mais en fait, tu vois que là-bas, en France, je vais pas dire tout le monde se connaît, mais presque. Ouais, c'est un petit milieu. Alors qu'aux États-Unis, tu vois passer tellement de personnes, et je pense que tu peux en parler aussi, Emma, dans un prochain podcast. C'est ça, sur ma vie. C'est ça. Mais du coup, donc après, je retourne avec eux, ça se passe super. Ok. Et à ce moment-là, ils me donnent en première mission, alors que, pareil, j'étais encore tout nouveau, j'ai fait que des stages. Ils te font direct confiance. Et direct, ils me disent, ok, on a un album à faire pour un film, un album qui accompagne un film, sur un film de Marseille, qui s'appelle Les Secpas. Ok. Et il fallait faire un album full marseillais. Voilà, pourquoi pas. Donc moi, je sors de la variété française, je me dis, équipe de Grand Corps Malade, moi super, je vais continuer un peu. Non, album de rappeur. Ah bah oui, si c'est Marseille, évidemment. Ouais. Ça paraît logique. Donc je me dis, ok, super, moi je vais découvrir le rap dans la musique, trop bien, en plus c'est ce que j'aime et tout. Et du coup là, je travaille avec Benjamin Chulvanich, qui est un manager, qui a été le manager de Diams, un gros nom dans la musique, et je me dis, trop bien, en plus de ça, je suis entouré de gens qui sont bons dans leur métier, quoi. Et là, je me prends une tarte où je me dis, en fait, chaque étape de la création de l'album, je connaissais pas. Et ça, c'était la meilleure manière d'apprendre. Bah oui. Le projet est sorti, ça n'a pas été un carton, mais au moins, ça m'a permis de savoir c'était une très bonne expérience. Comment on sortait un album, etc.
Et tu bossais sur quoi, du coup, avec lui? Tu bossais sur... C'était vraiment de la DA, tu faisais... En fait, c'est un album spécifique parce que je crois ça se fait plus trop les styles de mixtape ouais, c'est un producteur. Ça peut se faire aussi, mais enfin, ça se fait encore, je pense. Ça se fait pas mal, ouais. Il y a un truc qui est sorti il y a pas si longtemps, c'était le mixtape. Mais moi, je vois plus avec les marques, par exemple Molitor, je sais qu'ils le font, mais j'ai pas tellement d'exemples. Je sais que 1863 aussi avait fait, mais ça, c'est plus un média. Ouais, il me semble que Made in Paris, je sais pas si ça avait sorti une mixtape. Ouais, il y a moyen. Bah, c'est vrai, donc ça se fait plus rarement, en tout cas, et ça se travaille pas du tout pareil. C'est, tu vas avoir des artistes, tu leur donnes le thème. En plus, c'était pour un film. Donc, c'est vraiment, tu donnes le thème un peu du film, le thème de la musique. Et oui, ils te font une musique sur mesure. Et ensuite, tu payes les bandmasters. Donc, ils appartiennent au producteur. Et derrière, il peut l'exploiter. Ok. Et du coup, l'album de Marseille. De mémoire, il y avait Taïk. Il y avait... Jul, impossible à avoir. Ah ouais? Ouais, impossible à avoir. Bah, pour un album de film... Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être pas. Ouais. Bah, surtout le prix, en fait. On a un budget à tenir. Et je pense que le Jul aurait... Ouais. On aurait fait un 6 titres, quoi, au lieu d'un 12, mais au moins on aurait Jul. Mais sinon, non, de mémoire, il y avait du Marseillais, mais attends, Marseille, il y avait Mcal, Soul King, Soprano, il est pas de Marseille. Si, il est de Marseille. Soprano. Après, il y avait Linda, Captain Roshi. Ah, Captain Roshi, c'est bien ça. Rien à voir avec Marseille, mais... Ouais, rien à voir, mais cool. Qui d'ailleurs... pour moi, a fait le pire titre de sa carrière pour cet album. C'est-à-dire qu'en fait... Tu veux que je garde ça au montage? Tu peux. J'ai des anecdotes, si tu veux. Mais... Parce que je connais des gens qui ont bossé avec lui, donc bon. Ok, bah écoute, non, c'est en fait... En même temps, c'est dur, on lui a donné un thème de l'école. Ouais. Tu vois, parce que ça parlait de l'école et tout. Et il a fait un truc... Un peu hors sujet? Non, un peu... trop dans le sujet. Il parlait de sa prof de maths, de tout ça, je suis en mode, waouh... Bah, ouais, ça reste un album. Il y allait tout doux. Tu vois, tu peux faire des sous-entendus, mais là... Et c'était un distract sur ses études. Ah bon. Non, c'était marrant. C'est défoulé, il avait besoin. C'est ça. Donc bref, donc super album. Du coup, tu fais les titres, tu vérifies que les gens ils aillent en studio, tu t'essaies de faire des prods à côté pour que côté édition ça t'appartienne aussi. Ouais. Donc tu gérais la partie édition, production. Ouais, édition, production et distribution. Pause. Je me rends compte qu'à aucun moment avec Marin, on a défini les termes de production et d'édition. La production consiste à superviser et coordonner tout le processus de création musicale. La boîte de prod finance l'enregistrement, réunit les bonnes équipes et s'assure que le projet avance dans les délais. L'édition musicale, quant à elle, gère les droits d'auteur et l'exploitation des œuvres. L'éditeur s'assure que l'artiste touche des royalties lorsque sa musique est diffusée. Voilà, c'est tout pour le petit rappel. On peut retourner au podcast. Ok. Et du coup, on était en distrib avec Sony à ce moment-là. Ok. Et parce qu'on venait de signer Grand Corps chez Sony, et du coup, on a dit super, on pourra sortir aussi l'album. Mais du coup, je t'ai pas demandé, est-ce que tu peux te définir ce que c'est Anouche Music? Est-ce que c'est un label? Est-ce que c'est Anouche Music, c'est un label. Ok. Qui produit, qui fait de l'édition et de la tournée. Ok. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu peux aussi bosser avec des labels comme Sony? Et non, le Sony, on bosse avec notre label bosse avec les majors en tant que distributeur. Ok. Voilà, nous on fait pas de distrib, parce que ça demande, en vrai il y a que les majors qui font de la distrib. Ouais. Que ce soit de la mise en place de magasins, les pitchs au DSP, des trucs comme ça, où vraiment t'as les contacts, c'est plus eux. En vrai. Okay, même la fabrication des vinyles, te suivre toute la fab, c'est plus simple si ça vient de leur contact. C'est plus simple si ça vient de... Ouais, ok. Donc non, on signe en distrib chez des majors, en tout cas avec Grand Corps Malade. Avant, il était chez Universal pour Mesdames. Après, il est passé chez Sony pour Reflet. Okay. Et là, on verra pour le prochain album. Ouais. Ok, d'accord. Quand j'ai fait des recherches sur toi, j'ai vu que sur ton LinkedIn... Parce que quand on a parlé, tu m'as dit que tu gérais un peu la prod, l'édition, là tu viens d'en parler. Ouais. Et la gestion de tournée aussi. Ouais. Mais j'ai vu aussi que tu te définissais en tant que directeur artistique. Ouais, c'est ça. Sur LinkedIn, au sein de... Anouche Music, est-ce que t'es DA pour des artistes, du coup? En fait, on arrivait... du coup, j'ai démissionné il y a 1 mois. Okay. Mais avant ça, ça faisait 3-4 mois où, en fait, j'étais plus chargé de trouver des talents, des artistes. Okay. Pour, du coup... en fait, je le faisais un peu en veille, c'est-à-dire tout au long de l'année, tu vas à des concerts. Enfin, c'est un peu... Je trouve que DA, au lieu d'être un métier tel quel, c'est plus une façon de vivre dans ton métier, tu vois, c'est juste, tu sors, tu vas voir des concerts, tu vas voir des premières parties, tu vas voir des coplateaux, et en fait,
au fur et à mesure, tu vois les gens qui te marquent, les gens qui te marquent moins, et ceux qui te marquent vraiment, tu vois comment ils sont entourés, s'ils ont un label, comme on en parlait, s'ils ont une boîte d'édition, s'ils sont signés, où est-ce qu'ils sont signés en fait. S'ils ont déjà un tourneur, un truc, c'est bon signe. Et en fait, en fonction de ça, tu fais un peu ton micmac, tu rencontres la personne, tu vois les besoins de l'artiste, et en fonction des besoins, tu vois ce que tu peux lui apporter. Et après, ça c'est l'étape 1 d'un DA, du coup c'est de ramener l'artiste dans ta maison, dans ton label. Ouais. Et après, la deuxième étape, c'est de le développer. Pour le rendre le plus, je vais pas dire vendable, parce que c'est dur comme terme, mais en tout cas... Commercial, je sais pas ce qu'on pourrait dire, non ? Ouais, c'est plus l'aiguiller au maximum pour faire le projet qui correspond le plus et qui aussi peut être le plus boosté en termes de promo, quoi, pour vraiment avoir un album qui fonctionne. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, ça sert à rien d'avoir un album parfait, mais qui reste dans un tiroir s'il n'est pas bien distribué. Ouais, surtout que les gens écoutent de moins en moins les albums. C'est très dommage. C'est ça, ouais. Du coup, ça finit en playlist. Donc, les gens, ils consomment plus des playlists. Ouais. Donc, faut qu'il y ait un titre en avant, ce qu'on appelle un single. Et ce single-là, faut qu'il soit travaillé. Et du coup, il y a une façon de sortir les singles, tout ça. Donc, le derrière, il bosse la stratégie aussi de sortie avec toi. Et il te met les meilleures personnes en main, quoi. Un peu comme ça se rapproche pas mal du métier d'édition, où tu vas avoir un projet, tu vas avoir une idée, tu vas avoir des maquettes. Et là, faut faire le projet. Donc l'édition, en édition, on va te proposer des compositeurs. Tu vas dire, ok, tu vas faire des séminaires. On va organiser une semaine de séminaire avec l'artiste. Ouais. Il va bosser avec 10 compos. Et c'est après, aussi ton rôle d'organiser les séminaires c'est ça, et tout. Exactement, ouais. Et après, choisir les compos aussi. Ouais, avec l'artiste toujours. Hein. Ça, t'aimes bien, t'écoutes, tu fais écouter des prods, des trucs. Ouais, ok, ça j'aime bien. Bon, bah, il va venir, ok. Et après, il y a des affinités humaines. C'est souvent ce qui reste le plus au final. Sûr. Au bout d'une semaine, t'as beau avoir fait 2-8 avec quelqu'un. Si humainement, tu t'entends mieux avec l'autre personne, en général, tu vas bosser avec l'autre personne. C'est plus simple, ouais. Exactement. Du coup, et après, ça, le but pour moi, vraiment le but premier d'un DA ou d'un éditeur, c'est vraiment réussir à entourer l'artiste de la meilleure des manières, pour qu'il soit vraiment dans un cocon où il se sente bien et qu'il puisse créer en toute liberté. Ça, c'est vraiment pour moi la règle d'or que je me suis mis en tête. Trop bien. Mais j'ai vu qu'il y avait différents artistes signés chez Anoush Music. Est-ce que tu as eu l'occasion de bosser avec un ou plusieurs de ces artistes et qu'est-ce que tu as fait avec il faut dire qu'en fait, Anoush, c'est un très petit label. Ok. Vous êtes une toute petite équipe ? Ouais, c'est une petite équipe. En fait, on a eu un succès un peu démesuré par rapport à l'équipe qu'on a. C'est-à-dire que avant que j'arrive, il y avait le producteur, la label manageuse et Milan qui s'occupe aussi du label avec Caroline. Donc ils étaient 3. Ok, d'accord. Et tu fais un album diamant à 3, ça n'arrive logiquement jamais. Donc c'est ça qui était fou. Donc j'arrive dans une équipe, ouais, bien sûr, mais j'arrive dans une équipe où en fait ils sont 3, donc tu rajoutes une personne, ça fait 4. Ouais. C'est vraiment une micro-entreprise, quoi. Ouais. Et t'as Grand Corps Malade en artiste principal, bien sûr, et les autres artistes dont t'as parlé. Ouais. Donc en fait, au final, tout le monde bosse sur tout. Parce que le producteur, il est moins présent. C'est-à-dire que lui, il fait son rôle de producteur totalement à l'extérieur du label. Donc au quotidien, on est 3 à bosser. Donc en fait, la communication est hyper rapide. Vu qu'on bosse tous dans le même bureau, tous les 3, on s'envoie les infos et en fait, on bosse sur chaque... Là où les gens Par exemple, on va parler de Elena Copsy. On sait qu'on doit faire le dépôt, par exemple, des dates qu'elle a fait, des premières parties et tout. Bah, moi, je vais dire, ok, je peux m'en occuper. Terminé. C'est pour ça que tu fais autant de choses. Ouais, c'est ça. T'es sur tous les fronts. Ah, la tournée, là, j'ai fait un peu trop de dépôts ou alors trop d'éditions. Ok, tournée, j'ai bien envie de m'occuper, par exemple, un peu plus du merch, là. Ok, je vais m'occuper du truc, du merchandising pour la prochaine tournée. Ouais. Il y a tout le temps des trucs à faire, j'imagine. Bah là, pour le coup, 3 boîtes avec 3 personnes, Ouais, donc tu parlais d'Elena Copsy, il y a aussi Nicolas, Lydia, Charlie et Grand Corps Malade. C'est tous les artistes, j'ai tout dit. Et Charlie. J'ai dit Charlie. Ah, t'as dit Charlie, c'est bon. Que j'ai dit. Ouais, c'est bon. Okay. Il y a tout le monde. Est-ce que t'as bossé avec un de ces artistes sur la gestion des tournées Non, pour la tournée, j'ai bossé seulement avec Grand Corps. Ok. Mais sur Nicolas, il y a eu beaucoup de suivi de sa tournée. C'est-à-dire que... Aussi, en fait, on prend un rôle, ce qui est cool avec l'édition, c'est que tu peux prendre aussi un rôle un peu pas de paternité, mais plus tu couvres un peu le projet, plus sur la globalité, sans forcément être à 100% sur chaque point. Comment je peux m'expliquer ? C'est-à-dire, si imaginons il fait de la tournée, l'éditeur peut venir avec plaisir, tu vois, quand il est invité, et donner son opinion aussi sur la tournée, sur le show, sur comment ça pourrait être mieux, parce qu'en fait l'édition ça touche tout ce qui est artistique.
Donc en fait, tu donnes un peu ton opinion sur chaque aspect de la carrière de l'artiste que tu as en édition. Okay. Donc en fait, ça touche la tournée, mais pas sur le côté logistique, mais plus sur le côté créatif. Okay. Alors que quand tu fais en tant que tourneur, c'est beaucoup plus de logistique que du créatif. Ouais, donc tu fais pas du tout un job de tourneur. D'accord, t'es plus dans la... Ouais, bah avec les artistes qu'on a en édition, ouais. Avec Grand Corps, on fait plus un job de tourneur. Du coup, avec Grand Corps, ouais. C'est ça. Est-ce que t'as des anecdotes ou comment ça s'est passé avec Grand Corps Qu'est-ce que t'as dû gérer sur la tournée ? Ouais, bah déjà première tournée de ma vie, premier tourbus. Ouais. Je commence direct dans la catégorie des grands où tu pars pas en van, tu pars direct avec 3 tourbus. En plus. donc pareil, des étoiles dans les yeux, tu fais des zéniths, la tournée des zéniths. Ouais, en tout, j'ai dû faire 70 dates avec encore. On a même le principe de voyager. On a fait un concert à La Réunion. J'étais en mode, c'est possible de... C'est cool, ça. Ouais, et du coup, non, vraiment fou. Après, ce qui est spécial, je trouve, c'est que la tournée, c'est beaucoup de travail avant. Et le jour J, c'est du suivi. Donc, t'as des promos, les promos locales, qui tu dois les gérer le jour J. Donc t'as les radios, les télés, t'as les invités, t'as souvent tu fais des partenariats, donc t'as 15 personnes qui viennent voir les balances, tu dois t'en occuper. Ensuite t'as tout l'aspect technique, tu vérifies que tout se passe bien, t'as un directeur technique lui qui supervise tout et lui voit avec toi si c'est carré, s'il y a des choses à changer pour le show en fonction des types de salles, parce qu'il faut savoir qu'un zénith, quand t'arrives dans un zénith, il est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, c'est une caisse vide et il faut tout installer. Donc tu pars de zéro et chaque salle est différente, donc chaque emplacement est différent de... C'est sûr. Donc ça amène en fait, en fonction de ton décor, ça peut amener des complications. Des solutions. C'est ça. Okay. Ouais. Donc c'est aussi ton job de trouver des solutions et d'avoir le dernier mot sur ce qu'il faut décider. Ouais, exactement. T'as le directeur technique qui vient, qui dit voilà, moi je vous propose 3 solutions, laquelle on prend, c'est à la prod de choisir. Du coup, on se regarde, on dit ok, est-ce qu'on va peut-être, je dis n'importe quoi, moins mettre de light, mais du coup mettre plus le son en avant parce qu'il faut choisir. Et là, cette décision, elle revient à la prod, bien sûr. Oui, j'ai pu voir sur Instagram que vous avez reçu, enfin, du coup, tu ne fais plus partie d'Anoche Musique, mais qu'ils ont reçu beaucoup de certifications Snap en tant que boîte d'édition et de production, t'en parlais tout à l'heure. Souvent, on met en avant l'artiste qui a gagné ça, mais est-ce que c'est aussi important pour la boîte de prod et d'édition de recevoir ce genre de récompense ? Non, carrément. Je sais que sur l'album Mesdames, je crois qu'on en a fait 80, 90 de diamants. Après, c'est spécial aussi, mais je connais aucun label qui a fait 90 de diamants. Ouais, surtout que c'est un petit label, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Donc pour nous, c'est hyper important de rassembler l'équipe autour d'une réussite. Et faire, je sais qu'Éphémère avec Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps, on est passé là très récemment platine, et Reflet en même temps platine, et on sait on va faire une bonne soirée pour remercier tout le monde. Parce que chaque succès, c'est en vrai de vrai, qu'on a dit, on a donné 80 personnes dans un album aussi gros. Bah, il y en a bien plus qui participent au projet. Il y en a plein. Sûr. Si on prend juste la création de l'album au point de vue production, on en a déjà une vingtaine. Vingtaine. Et derrière, tu prends la distribution, donc tous ceux qui bossent sur la distribution du projet, t'en rajoutes une trentaine. Derrière, c'est... Les ingés, exactement. Les musiciens, les musiciens, studio. Du coup, si vraiment tu en fais à tout le monde, bah, t'en fais 100 par album. Vu le prix, c'est pas possible. Donc, tu fais le choix en général de prendre l'équipe de prod, les compositeurs, les réals, tout ça. Et voilà. Ok. Mais non, franchement, à chaque fois, on fait des bonnes soirées et on remercie tout le monde. J'imagine. Franchement, c'est une belle récompense. Aussi, j'avais une petite question. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu sur Insta que tu postais beaucoup de posts quand c'était au moment de la sortie du film Aznavour. Ouais. Notamment parce qu'il y a des chansons de Grand Corps Malade, j'imagine, dedans. Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, il y a que du Aznavour. Moi, j'ai pas vu le film, c'est affreux. T'as pas fait tes devoirs. Hein. J'ai pas fait les devoirs. En fait, vu qu'il a passé à peu près 3 ans sur le film, en vrai de vrai, et en fait, il a mangé du Aznavour. Il a lu tous les bouquins, il a refait tous les sons, tous les trucs, et en fait, il arrive à 3 ans, le film est bouclé, et là, il se dit, il est sur son nouvel album, il est au moment de la réédition. Et lui, ce qui lui a parlé pendant 3 ans, c'est du Aznavour. Donc il se dit, j'ai envie de lui rendre hommage. En fait, j'ai envie de lui rendre hommage sur ces 3 dernières années que j'ai passé à saigner tout ce qu'il faisait. Et du coup, il a fait un hommage avec en sample La Bohème, le classique. Et du coup, il fait à sa manière sa bohème à lui. C'est génial, je savais pas du tout pour le coup. Et donc, vous aviez aucun lien avec le film, parce que tu disais que c'est aussi une boîte de prod de film. C'est Kalou Cinéma qui a produit c'est pour ça. Monsieur Aznavour.
C'est ça. Donc t'as bossé un peu dessus aussi ? Sur Aznavour, non. Okay. Non, j'ai pas bossé sur Aznavour, mais en général sur les films, en fait, on s'occupe des dépôts, c'est la cue sheet, c'est en gros tous les titres qui ont été utilisés. T'en as fait, j'imagine, c'est ça ? Ouais, en gros, tu déclares toute la cue sheet du film. Toutes les musiques, en gros. Ouais, c'est ça, toutes les musiques, tu les déposes et c'est hyper réglementé. C'est le nombre de secondes qu'il y a dans le film, les éditeurs, les producteurs, et en fait, c'est pour la répartition des droits idéale au moment de la diffusion du film. Ok. Voilà, donc c'est vraiment une petite partie, c'est film et côté musique, quoi, toujours. Je vois, ok, intéressant. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter dans cette industrie, la production, l'édition ? Bah franchement, de ce que j'ai vu, c'est que l'entrée dans ce monde-là est assez dure. En vrai, quand t'as pas de contact et tout, je trouve ça super dur. Bah, j'ai eu de la chance, franchement. Mais je vois les gens qui galèrent, qui vont sur LinkedIn, qui essayent de trouver des trucs de posts sur Sony et tout. Ouais. Je trouve ça hyper dur. Mais par contre, à partir du moment où t'as réussi à mettre un pied dedans, même si c'est un pied indirect, par exemple tu as bossé au CNM ou à la SACEM, déjà, t'as fait le plus dur. En fait, ce que je conseillerais aux gens qui veulent débuter, c'est de commencer avec un travail, je vais pas dire aléatoire, mais en tout cas qui touche la musique de près, c'est-à-dire où vraiment les organismes comme la SNEP, le SNEP, d'ailleurs on dit le SNEP, le CNM, la SCPP, la SPPR, et voilà, tu rentres dans ça, tu te fais 1 an, 2 ans, et après au moins t'as un pied dans la musique, t'as 2-3 contacts, et là tu peux démarrer. Mais à partir du moment où tu rentres j'ai l'impression que quand tu rentres dans le milieu, derrière, ça roule tout seul. Parce que c'est des gens adorables, tu peux parler avec tout le monde, les gens sont quand même super ouverts d'esprit, c'est des gens calmes, franchement, ce milieu-là, c'est le milieu qui m'a le plus parlé en termes humains. C'est vrai ? Ok, cool. C'est vrai que c'est en famille un peu, donc tout le monde se connaît, donc il faut un moment intégrer ces contacts. Et... Puis c'est chill en vrai. C'est chill, c'est dans le sens où les gens sont chill en général. Donc ça fait on est heureux, on fait de la musique. C'est ça, en fait beaucoup de gens vivent de leur passion, et ça se voit, ça se ressent en fait dans ce milieu. Je sais pas si c'est comme ça dans le monde du cinéma, c'est peut-être un peu différent. Moi, j'ai le côté son, cinéma, donc ça va, c'est plutôt chill. Les ingé son, on est plutôt chill en général. Ouais. Mais après, ciné, les réals et tout, je sais pas comment ça va. Pour avoir fait pas mal de tournages. Ouais. En fait, il y a tellement d'argent en jeu sur un tournage, c'est-à-dire que tu peux pas prendre de retard, que les gens sont sous pression. Ouais. Et il y a un job pour ça, c'est assistant réal. Ça coûte de l'argent. Ouais, il faut qu'il respecte son timing, sinon il se fait taper les doigts par le producteur, et voilà, et ainsi de suite. Donc les gens sont plus sous tension. Là où un album, ça peut se faire sur 1 an tranquille, en vrai de vrai, ou même 2. Enfin, on a des exemples d'artistes qui en mettent 4. Et là où un film, pour le coup, quand t'arrives au moment du tournage, t'as déjà fait 1 an de prépa, faut que ça aille vite, quoi. Faut que ça soit efficace. C'est ça, faut que ce soit efficace. Ok, c'est la fin de notre podcast. Merci beaucoup à Marin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Emma. Et à très vite pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été présenté par LVI et ImProduction. À la réalisation, Emma Basset, et à la production, Amy Aguirre. Merci de nous avoir écoutés, à très vite.